Bonjour à tous, effectivement je vais vous parler un petit peu du projet POC 21, mais avant ça je voudrais vous donner un petit peu de contexte sur le sujet sur lequel va se focaliser notamment ce projet. Euh, Si on regarde ces deux couvertures de magazines, il y a à peu près 50 années qui les séparent, et finalement, à l'intérieur, on trouve un contenu très similaire. C'est comment fabriquer, faire soi-même, inventer, créer tout un tas d'objets, de choses, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des makers. On entend beaucoup parler de makers, de Fab Lab, d'impression 3D, de fabrication numérique. Et en fait, le gros changement entre ces deux magazines et ces deux communautés, ces deux époques, c'est effectivement comment le numérique change les modes de production, de fabrication, de création et d'invention. Et finalement, c'est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler une révolution. Alors, troisième révolution industrielle, zéro coût marginal, ou même carrément de révolution post-industrielle, on pourrait dire, puisque c'est vraiment la fabrication distribuée qui s'appuie finalement sur, je dirais, trois facteurs principaux. Le premier, c'est le partage des plans, des savoirs, des connaissances sous licence libre en open source, donc comme du logiciel libre en fait, mais étendu à tout type d'objets et de biens matériels. Donc au lieu de partager du code informatique, vous allez partager des plans, des schémas, des fichiers 3D, en fait toute l'information qui vous permet de reproduire un bien matériel, un objet, un produit à l'identique. Ça s'appuie sur les techniques de fabrication numérique. Vous connaissez tous, je pense, l'impression 3D. Vous connaissez peut-être un peu moins d'autres choses comme la découpe laser ou les fraiseuses numériques ou toutes ces technologies qui permettent de passer de l'idée du fichier au prototype. Et puis finalement, toutes ces nouvelles plateformes, ces places de marché qui permettent d'agréger l'offre et la demande et de former un petit peu des supply chains, des chaînes logistiques distribuées sur les territoires. Alors aujourd'hui, on voit que le modèle de conception et de fabrication open source, il s'applique à tout un tas de secteurs et de sujets. On trouve des voitures, des systèmes de production d'énergie, des appareils photo, de l'électronique, enfin vraiment un peu tout et n'importe quoi. Et tous ces projets ont pour point commun voilà, que l'information pour les répliquer est partagée sous licence libre, tous les plans, tous les fichiers, etc. Et après, où est-ce qu'on les fabrique ces objets? Alors justement, c'est là qu'est là aussi la nouveauté, c'est qu'ils ne vont pas être fabriqués de façon centralisée dans une seule usine, gérée forcément par un gros industriel, mais qu'ils peuvent également être fabriqués localement et que justement les outils et les technologies de fabrication numérique ont un rôle à jouer là-dedans. Donc ça, par exemple, c'est une fraiseuse qui coupe des panneaux de bois et qui permet de passer facilement de fichiers 3D à des planches découpées qui peuvent ensuite s'assembler pour faire un objet, un bien, etc. Vous avez l'impression 3D, les découpes laser, des découpes jet d'eau, tout un tas d'outils. Des outils qu'on va trouver dans des lieux comme les Fab Labs, par exemple, ou comme les hackerspace ou les makerspace. Il y a différentes subtilités, je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple juste les Fab Labs qui viennent à l'origine de l'université MIT aux États-Unis, le nombre de Fab Labs dans le monde double à peu près tous les 12 ou 18 mois, pour vous donner un ordre de grandeur de la vitesse à laquelle ça se réplique. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande ce livre qui est vraiment très très bien écrit, qui est sorti au début de l'année en français, très illustré. Et ce qu'on voit, c'est que si on va vraiment dans une vision très long terme et un petit peu radicale, si on va faire un petit tour du côté de Barcelone, aujourd'hui à Barcelone, la municipalité est très proactive et travaille avec le premier Fab Lab qui a ouvert dans la ville en 2007 pour développer un Fab Lab ou un lieu de fabrication de prototypage dans chaque quartier de la ville d'ici à 2020. Donc là, aujourd'hui, il y en a 5 ou 6 qui sont ouverts. Il y en a encore 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus, qui vont ouvrir d'ici 5 ans. Et en fait, la vision, c'est de relocaliser une partie de la production industrielle pour développer tout simplement des solutions locales pour des besoins locaux et de passer ce qu'ils appellent du modèle PITO, ça veut dire Product In, Trash Out. Vous importez des biens standardisés de Chine ou de je ne sais quel pays, vous les consommez dans la ville et vous rejetez des ordures, à ce qu'ils appellent du Data In, Data Out. Donc vous partagez les plans, les solutions en open source, mais par contre, vous allez fabriquer localement. En gros, les bits sont globaux parce que c'est léger et les atomes sont locaux puisque c'est lourd. Et donc leur objectif, c'est de faire en sorte que d'ici 40 ans, la ville soit connectée, autosuffisante et qu'il y ait 100% de la demande en énergie qui soit produite localement, 50% de la demande en biens industriels et 50% des biens agricoles. Donc pourquoi je vous parle de tout ça et quel est le lien avec la COP21? C'est qu'en fait, nous, on est convaincus que ce nouveau mode de fabrication, ce nouveau mode de production post-industrielle et toute l'innovation qui en découle de ce mouvement maker, des Fab Labs, de l'open source, a un rôle à jouer dans la préservation du climat et la transition écologique au sens large. Parce qu'on voit déjà aujourd'hui beaucoup d'innovateurs, de makers, d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de designers qui conçoivent et développent tout un tas de solutions dans le domaine de l'énergie, de la mobilité, de l'habitat, de l'économie circulaire
pour la transition écologique. Donc certains sont des startups, d'autres sont des collectifs informels, certains sont des associations, certains sont des inventeurs isolés. Mais en tout cas, il y a beaucoup de solutions et d'innovations qui émergent de cet écosystème. Et on trouvait que c'était intéressant de raconter leur histoire et de les accompagner et de les donner à voir à l'occasion de la dynamique autour de la COP21. Donc vous avez des choses comme ça, par exemple GoSol, c'est un concentrateur solaire open source. Vous avez, donc ça c'est une PME de l'Est en France qui développe une petite éolienne urbaine pour alimenter l'éclairage public et les infrastructures de la ville, on va dire. Vous avez des compteurs électriques intelligents, donc ça s'appelle Open Energy Monitor, c'est un projet qui vient du Pays de Galles et qui est, si je voulais simplifié à l'extrême, ce serait un genre de mélange entre Linky et Google Nest, mais open source à la fois sur le matériel et le logiciel. Et c'est une petite PME qui aujourd'hui emploie 3 personnes et commercialise des kits pour fabriquer soi-même en fait, son compteur électrique. Vous avez des systèmes de construction entiers donc, qui permettent de construire des maisons par exemple. Donc ça c'est un projet qui s'appelle WikiHouse. En fait, l'idée c'est que vous pouvez découper avec une fraiseuse numérique des panneaux de bois pour pouvoir assembler une maison et à l'intérieur vous avez tout un tas de modules, alors le système de pilotage d'énergie, le système de traitement des eaux, des déchets, etc. qui permettent de gérer une maison intelligente et à basse consommation. Vous avez des véhicules électriques open source. Ça, c'est un projet, une collaboration italo-chinoise qui s'appelle Open Source Vehicle. Et donc, eux, ce qu'ils ont développé, c'est notamment cette partie-là. Donc, c'est en fait un châssis automobile avec un moteur électrique qu'ils ont développé eux-mêmes. Et il y a un troisième composant que j'oublie toujours, mais ça me reviendra. Et l'idée, c'est qu'ils commercialisent ces kits pour pouvoir être assemblés. Et ils font des partenariats avec des acteurs qui vont développer des flottes de véhicules électriques adaptés à certains besoins. Donc, les flottes de niche de quelques centaines ou quelques milliers de véhicules, par exemple. Et ils travaillent en ce moment avec un cluster de la région Aquitaine qui s'appelle Akinetic pour développer 4 modèles de véhicules. Un véhicule pour l'agriculture, un pour le tourisme, un pour l'autopartage et je ne sais plus quel est le dernier, ça doit être une voiture personnelle mais pour certains usages. Et c'est évidemment, ça coûte un petit peu moins cher que ce qu'on peut trouver dans le marché aujourd'hui. Et quand vous voyez en fait le résultat d'un des modèles aujourd'hui, en fait, en termes de finition, on n'est pas très très loin de ce qu'on peut trouver. On n'y est pas encore, mais pas très très loin de ce qu'on peut trouver dans les standards industriels aujourd'hui. Vous avez des projets comme ça, donc ça c'est Hacker, c'est un peu comme du mobilier IKEA mais pour l'agriculture urbaine en gros, hein, donc pour faire pousser des légumes, pour héberger des poulets, etc. dans votre jardin, sur les toits, etc. Et vous avez des choses comme ça, donc ça, Smart Citizen, donc c'est le pendant, j'ai envie de dire, citoyen de la Smart City. L'idée c'est que vous donnez des capteurs aux gens pour pouvoir relever les données de pollution de l'air, de qualité des sols, de température, de bruit, etc. et qui permettent de remonter tout ça sur une plateforme open source de monitoring des données environnementales d'une ville, par exemple. Et peut-être un dernier exemple, sur tout ce qui est économie circulaire et conception modulaire, vous avez des projets comme Funblocks, qui a été repris notamment par Google avec son projet Google Ara. L'idée, c'est de développer de l'électronique modulaire et notamment des téléphones modulaires. L'idée, c'est que vous n'allez plus jeter votre téléphone quand il est en panne, mais vous remplacez simplement la partie qui est soit en panne, soit obsolète. Et donc, c'est pour... Voilà, en fait, l'open source et la modularité permettent on va dire de maximiser la durée de vie, l'évolutivité, la réparabilité des composants et des produits. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Mais en fait, on a décidé on a quand même un constat, c'est que beaucoup de ces projets aujourd'hui sont très peu connus du grand public, et pour certains, ils ne sont pas très intelligibles du grand public, parce que ça s'adresse principalement à, j'ai envie de dire, un public d'initiés, hein, voire de geeks, hein, si on veut être tout à fait franc. Et il y a besoin de les accompagner pour les aider à faire un petit peu ce bout de chemin qui les sépare d'une diffusion grand public. Et donc le format qu'on a choisi pour faire ça, c'est ce qu'on appelle un Innovation Camp. Donc ça va se dérouler ici, qui a un château dans les Yvelines qui s'appelle le château de Millemont, pendant 5 semaines du 15 août au 20 septembre, où on est en train de sélectionner en ce moment une centaine d'innovateurs, donc 12 projets sur ces thématiques, énergie, habitat, mobilité, etc., qui viendront dans ce lieu qui sera équipé finalement comme un Fab Lab et comme un makerspace pour y développer, prototyper leurs produits et leurs solutions avec le soutien de tout un tas de mentors, d'experts, que ce soit des designers produits, des ingénieurs, des communicants, des gens qui vont les aider sur la stratégie de financement, sur le développement personnel, etc. Et en fait, le produit de sortie, un petit peu de ces 5 semaines, c'est, pour prendre une métaphore, c'est un petit peu le catalogue IKEA de la transition écologique open source. Il faut savoir que le catalogue IKEA, c'est le 2e livre le plus diffusé dans le monde après la Bible. C'est pas une blague. Et en fait, dans ce catalogue, il y aurait un petit peu ces 2 niveaux de lecture. À la fois le niveau grand public,
C'est ma mère, par exemple, ou mon père, hein, pour pas faire de sexisme, qui consulte ce catalogue et qui voit à quoi ça ressemble dans sa maison, chez lui, chez elle, comment on peut se projeter en utilisant ce type de produits et de solutions. Et si on tourne la page, eh ben, voir quelle est la recette, voilà quel est le plan, voilà comment je peux le fabriquer moi-même, si j'en ai envie, parce que tout le monde n'en aura pas envie, mais certains voudront. Comment je peux le fabriquer moi-même, comment je peux l'améliorer, comment je peux éventuellement développer une activité, une PME, une entreprise, en fabriquant, en assemblant, en commercialisant ce type de produits et de solutions. Donc ce projet, c'est une collaboration entre donc WeShare, dont je fais partie, qui est un collectif qui travaille sur l'économie collaborative open source, et OpenState, qui est un collectif de designers berlinois. Enfin, ils sont principalement à Berlin. Et en fait, ils ont organisé en 2009 le seul événement de mémoire qui est sur un format un petit peu similaire, sauf qu'il n'y avait pas de partie fabrication physique, qui s'appelait Palomar 5 à l'époque et qui avait rassemblé en 2009 une trentaine de jeunes de moins de 30 ans pendant 7 semaines pour développer des concepts et des solutions sur le futur du travail. En fait, on tire beaucoup de cette expérience en termes de format, que ce soit au niveau des formats de facilitation, de comment on facilite les échanges de compétences entre les projets, la structure des sessions de mentoring, etc. Et voilà, c'est vraiment un format très innovant qui, en fait, dans lequel les gens vivent et travaillent ensemble physiquement sur le même site pendant plusieurs semaines. Et en fait, c'est fait pour dépasser un petit peu le concept des hackathons ou des barcamps ou tous ces ateliers où les gens passent 2-3 jours ensemble, mais où au final, au bout de 2-3 jours, on est frustré parce qu'on a à peine commencé à égratigner la surface du problème et des solutions qu'on a envie de créer. Et on a envie de créer finalement un espace pour tous ces innovateurs pour qu'ils puissent vraiment aller au bout de leur projet et de leurs solutions. Donc on travaille avec un certain nombre de partenaires et on en cherche encore d'autres. Je ne rentre pas dans les détails, mais donc que ce soit au-delà effectivement des sponsors, des financeurs, que ce soit dans tout ce qui est communauté média. Donc on a également un partenariat avec Place2Be, avec le réseau des Fab Labs, la Paillasse, Wikihouse, MEC, qui nous aident effectivement soit à relayer le message, à communiquer sur le projet, soit à sourcer les projets. Donc notre appel à projet est encore ouvert jusqu'au début mai. On a déjà je crois 50 ou 60 candidatures à peu près. C'est très international aujourd'hui, hein, c'est pas un projet uniquement français. Et voilà, peut-être un tout petit dernier mot, on travaille également avec des partenaires académiques qui en fait vont nous aider à différentes parties du projet, soit en étant mentor ou coach pour les projets pendant l'événement, soit en analysant finalement l'impact des résultats sur différents secteurs économiques, soit en impliquant des étudiants à des moments donnés, que ce soit pour la conception de l'exposition par exemple qu'on pourra réaliser à la fin, soit pour voilà, concevoir une partie du projet, accompagner les porteurs de projets, etc. Et je vous termine juste sur un petit aperçu sur le timing. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près là. Donc on est en train de faire l'appel à projet. On va lancer une campagne de crowdfunding pour compléter le budget et aussi pour sensibiliser sur le projet au mois de mai. On espère annoncer les projets au WeShareFest qui aura lieu fin mai, du 20 au 22 mai. Ensuite, donc, du 15 au 15 août, on a le camp en lui-même, donc les 5 semaines au château. Et ensuite, on terminera avec une conférence, une exposition. Et en fait, cette exposition voyagera un petit peu, mais sera notamment surtout à Paris et en Île-de-France. Donc ce seront les prototypes, tout un tas de supports pédagogiques autour de ce qu'on aura pu produire. On aura un lieu physique à Paris. Et puis, on viendra aussi se plugger sur différents événements partenaires dans lesquels on viendra montrer un petit peu ce qu'on a produit. Donc que ce soit, j'ai envie de dire, le versant très associatif, militants société civile comme Alternativa ou le village de la société civile organisé par la coalition climat, mais aussi on discute avec les gens de Solutions COP21 pour diffuser tout ça auprès des entreprises et du grand public au Grand Palais, avec Place2Be également, etc. Et voilà, j'ai terminé et j'espère que je n'ai pas dépassé mon timing. Merci.